Vous avez dû remarquer qu'il y avait un petit bug avec les transitions, je suis désolé, je sais pas à quoi c'est dû, quand on passe d'un écran à l'autre. C'est pas lié à l'enregistrement, c'est lié au jeu lui-même. Bon, vous l'avez compris, nous entrons dans la deuxième phase du jeu. J'ai pas laissé cet écran longtemps, si vous voulez lire le texte, vous mettez en pause, hein, c'est un peu comme Medieval. Alors, nous sommes dans un territoire amical, hein, il faut le savoir. Parce que non seulement il y a des rochers qui tombent, mais en plus il y a ces mudokons qui vont nous tirer dessus si on fait pas leur mot de passe. Seul le bon imitateur passera. Ok. Alors vous avez vu cette capacité des mudokons de se transformer en oiseaux. Nous c'est quand on meurt, on se transforme en oiseau et les oiseaux se reconstituent pour reconstituer notre être. Et un mudokon Enfin, le mode de transport privilégié des mudokons est le portail d'oiseaux. Effectivement, quand on va voir les wikis spécialisés, on y lit que les mudokons sont en fait des genres d'oiseaux et que cette tresse qu'ils ont à l'arrière de la tête, c'est pas des cheveux, c'est des plumes. Voilà, vous voyez, le jeu ne nous apprend que maintenant à posséder les slicks, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le manuel et que vous vous fiez uniquement aux instructions du jeu et que vous n'avez pas la débrouillardise de regarder les contrôles par vous-même en essayant un peu tout, et bah c'est seulement maintenant que vous commencez à posséder les slicks, c'est-à-dire que c'était absolument pas nécessaire avant, les stratégies prévues par le jeu ne nécessitent absolument pas de posséder les slicks. Et vous découvrirez que c'est seulement au retour à Rupture Farms qu'on apprendra comment on libère les mudokons. Donc je vais vous dire. Le jeu prévoit qu'on fasse une première partie sans libérer les mudokons. Donc ce qui est important avec les puits, c'est d'apprendre à courir et à servir du dérapage pour sauter dans le puits. C'est un coup à prendre, c'est pas très compliqué, une fois qu'on sait le faire c'est très utile, mais quand on sait pas le faire on est bien embêté. Vous voyez les transitions qui bug un peu. Alors une chose qui était amusante au sujet effectivement des instructions, c'est que quand on avait le manuel, par contre, on découvrait que une chose qu'on peut se rendre compte par soi-même, que l'Odyssey Dave n'est pas un jeu pour novices et le manuel qui est écrit un peu sur une note humoristique et dans un style un peu ironique, suggère à des joueurs novices dont ce serait le premier jeu de plutôt se rabattre sur un jeu plus simple avant de commencer l'Odyssey Dave parce qu'ils profiteraient pas complètement de l'expérience du jeu. Je trouvais que c'était une façon marrante de... Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était un conseil inhabituel. Vous voyez, ils ont une arbalète. Et ils nous tirent dessus si on approche trop. Ok. Seule la séquence compte, hein, le rythme ne compte absolument pas. Hein. Vous remarquez que c'est la même mélodie qui se poursuit. La mélodie de tout à l'heure, c'était les deux premiers sifflements, là il en a ajouté deux. Hein. Ouais, merci. Voilà, il y a énormément de leviers qui servent à ouvrir les puits. Hein. Ce qui est amusant, c'est que les puits ne fonctionnent que si on... Oula, mais il faut pas bouger surtout. Que si on saute réellement dedans. C'est-à-dire si on tombe dedans, ça ne marche pas. Ok. Alors j'appelle ça des mots de passe parce que plus tard dans le jeu, ce seront des mots de passe, c'est-à-dire que ce sera plus des imitations. Il faudra se procurer le mot de passe ailleurs. Alors comme vous le voyez, les mudokons, on en trouve des bleus comme Abe, mais même à l'état sauvage, la majeure partie sont verts, hein, comme cela. Alors à quoi est-ce dû? On découvre dans le 2 que la couleur des mudokons dépend beaucoup de leur humeur, un peu comme les caméléons. Hein. Et quand les mudokons sont déprimés, ils deviennent bleus. Alors est-ce que c'est parce que Abe est particulièrement dépressif? Je ne sais pas. Ça doit aussi être un attribut chamanique puisque
Les seuls qu'on voit être bleus, donc c'est ces espèces de chamans avec les arbalètes, et le grand visage là qu'on a vu tout à l'heure, ce Mudokon avec un grand masque rouge, était bleu. Je sais plus si on l'a vu de dos, on le verra de dos à la toute fin, mais on verra qu'il est identique à Abe de dos. Voilà, vraiment le jeu ne prévoit pas qu'on ait trouvé des passages secrets jusqu'à présent. Tout ça pour ça. C'était un mur, hein, j'aurais pas pu y aller par moi-même. Alors, pour la progression pédagogique, je vais vous montrer une chose, c'est que si je vais en haut, je vais tomber sur un carillon. Voilà. Ce carillon, je peux l'envoûter. Hein. Il y a une séquence de notes très spécifique à produire hein, pour ouvrir la porte. Là, je fais n'importe quoi. De toute façon, même si je connaissais la séquence de notes et que je l'entrais manuellement parfaitement, ça ne marcherait pas. Ce qu'il faut, c'est avoir vu le mot de passe ailleurs. Et à ce moment-là, quand on envoûtera le carillon, on n'aura plus les contrôles. Abe rentrera automatiquement à la bonne séquence de notes. Mais pour ça, il faut avoir, il faut avoir le mot de passe. Alors, nous allons nous familiariser avec un autre ennemi du jeu qui, cette fois-ci, ne nous tue pas en un coup, mais qui finit par nous tuer quand même, c'est-à-dire les abeilles. Quand on a des abeilles aux trousses, le seul moyen de s'en sortir est de les refiler à quelqu'un d'autre. Abe n'est pas complètement un type sympa. Ça ne le tuera pas, hein. Voilà, il a réussi à s'en débarrasser. Ce qui est marrant, c'est que ce Mudokon-là arrive à s'en débarrasser et l'animal qui nous servira de monture tout à l'heure arrive aussi à s'en débarrasser. Mais par exemple, les paramites n'arrivent pas à s'en débarrasser. On peut s'en servir plus tard dans le jeu pour tuer des paramites. Les paramites, c'est les animaux dont on fait des tartes. Et ils m'en parlaient un petit peu au tout début. Voilà, je touche à rien. Il le fait tout seul. Alors. Oui, ça commence pareil. Malheureusement, je suis obligé d'attendre jusqu'au bout parce que sinon il enregistre pas que je suis en train de l'imiter. Ok. Voilà. Pour acquérir les pouvoirs spirituels nécessaires à la destruction de Rupture Farms, nous allons faire une quête dans deux temples. Le temple de Paramonia où vivent les paramites et le temple de Scrabania où vivent les Scrabs. Et ce que nous devons faire dans ces temples, ce sera activer des silex dans chaque salle pour ouvrir la grande porte. Ouais, Leap of Faith. Et en effet, il faut bien sauter comme il faut parce que sinon... Alors ça, c'est un endroit qui sert à rien et auquel on reviendra à la fin de chaque quête, pardon. D'ailleurs, c'est ce que nous disent les lucioles. Voilà, cette phase du jeu avec la quête spirituelle est celle qui est peut-être le plus riche en termes de décor, mais c'est celle qui m'intéressait le moins quand j'étais petit, pour la bonne raison qu'en fait, il y avait... il y a relativement peu de Mudokon à libérer. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les énigmes de libération de Mudokon. Et puis, voilà, je voulais faire 100%, j'aimais bien libérer les Mudokon, tout ça. Faut commencer à me connaître un petit peu. Et parfois, voilà, je me lassais à ce moment-là du jeu, ce qui fait que la troisième partie est une partie que j'ai un petit peu moins fait que la première, quoi. Même beaucoup moins fait. Ce qu'il y a aussi, c'est que le jeu est long. Alors, une statue d'un Scrab à gauche, une statue d'un Paramite à droite. Les Scrabs et les Paramites ont une biologie totalement opposée. Je serai amené à vous le montrer quand on sera amené à croiser ces créatures. Ça, c'est le chemin par lequel on reviendra à Rupture Farms. La pierre explique comment, je vous montrerai. Ça, c'est le levier qui active les puits pour aller à Scrabania ou Paramonia. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Les cinématiques, vous le verrez, prévoient qu'on fasse d'abord Paramonia. Donc on va faire d'abord Paramonia.
Je rêvais de Paramite en liberté, comme autrefois, bien avant que je sois né. Alors j'ai compris que nous avions ignoré leurs souffrances, et en tarte aux Paramites, nous les avions transformés. Voilà, Paramonia est une forêt, vous voyez le temple au fond, donc on va devoir traverser la forêt pour aller jusqu'au temple. Alors vous voyez comme les pierres à histoire, ça s'appelle comme ça, s'adaptent à l'endroit où on est, elles sont un petit peu plus artisanales. Mais vous voyez que la technologie est la même, c'est-à-dire que la technologie des indigènes est la même que celle des industriels. C'est amusant. Alors là, vous allez voir un troisième type de bombe, c'est la bombe à retardement. On appuie dessus, et on s'en va. Voilà. Nous aurons une monture pour ces niveaux-là. Cette monture s'appelle un Elum, c'est une créature amicale et assez pacifique. Qu'il n'y a plus dans le 2, c'est dommage. On envoie des cadavres dans le 3, c'est-à-dire l'Odyssey de Munch. Mais sinon on n'en voit plus vivant après. Voilà, ça c'est la cloche qui sert à l'appeler. Alors laissez-moi réfléchir, est-ce que je vais retomber dans le puits si je fais comme ça? Non. Je me souviens plus comment elle était censée faire. J'aurais peut-être dû... comment dirais-je, faire un pas en marchant. Parce que là j'ai atterri trop loin. Donc vous voyez, si on chute de trop haut, on meurt. Même si c'est pas un trou sans fond. Voilà. Alors vous voyez que là il y a un saut un petit peu haut à faire. Et ben ça on ne peut le faire qu'avec notre monture. Vu que le sac me donne 3 pierres, je vais jeter ma dernière et récupérer les 3 que le sac me propose. Parce qu'évidemment je ne peux pas reprendre 3 pierres avant d'avoir gaspillé ma dernière pierre. Alors, laisse-moi réfléchir. Voilà, il fallait juste se faire un pas. Donc voilà, ça c'est un Elum. Je sais pas si vous voyez, il a des espèces de défense. Un peu comme les mandibules d'un insecte en fait, un peu. Bon, c'est difficile à voir comme ça, vous regarderez sur internet si ça vous intéresse. Alors, on peut monter dessus, on peut aussi lui parler. On n'a pas besoin de lui dire salut pour qu'il nous suive, il suffit de dire suis-moi. Et quand on lui dit d'attendre, il émet un cri de désespoir. Vous allez voir. D'abord, j'ai un mot de passe à faire. Voilà. Salut, salut. Ok. Alors les contrôles pour les LUM sont les mêmes que pour Abe. Hein. Sont les mêmes que pour Abe. Voilà, donc regardez. Suis-moi. Suis-moi. Voilà. Et là je vais lui dire d'attendre. Attends. Et là il va falloir que je fasse exploser un slig, alors si vous voulez bien m'excuser. Voilà. Suis-moi. Et maintenant il va se passer une chose déplaisante qui arrivera aussi à Scrabania. C'est que l'Elum est assez indiscipliné et que quand il voit de la nourriture qui lui plaît, eh ben il cesse de bouger et il mange la nourriture. Et ça finit jamais hein, si vous voulez, hein. Le miel tombe en permanence. Il aime le miel, il n'aime pas les abeilles. Il va falloir être un peu méchant avec lui. Voilà. Et surtout ne pas les laisser nous approcher trop parce que sinon les abeilles vont contaminer Abe, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre à lui voltiger autour et ça risque de le tuer. Et l'homme à la peau solide, il arrivera à s'en débarrasser, voilà. Allez, viens par là. Là, c'est moi qui ai volontairement laissé échapper un rire parce que... Voilà, c'est du bon role-playing. J'aurais dû laisser échapper un bruit de colère tout à l'heure. Ah alors, je vais pouvoir vous montrer comment on désamorce une bombe.
Non, 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 non. Attends-moi, toi. Il va de soi que l'homme peut mourir. Donc, ça alterne le rouge et le vert. Tac, 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 tac. Voilà. Il faut appuyer sur le vert. Donc là, ça faisait 3 rouges, un vert, 2 rouges, un vert, un rouge, un vert. Et ça recommence au début. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté, j'ai hésité. J'ai paniqué. Et voilà. Alors. Le remake a eu tendance à rallonger et à complexifier ses phases de jeu avec des sauts compliqués mettant en scène les LOM. Effectivement, ça fait son effet, c'est assez compliqué. Alors, c'est du meilleur effet parce que, comme dans le remake, il n'y a pas de discontinuité entre les écrans, c'est vraiment un grand marathon de course et de saut, ininterrompu. Donc c'est très impressionnant. Et comme j'avais une manette assez mauvaise, c'est aussi très difficile. J'utilise le stick pour faire ça. Alors vous voyez, les cordes sont pas dessinées pareil que le reste du décor. C'est à ça qu'on reconnaît les choses qui vont bouger. C'est comme dans les dessins animés si vous voulez. Quand vous voyez dans un décor, que ce soit dans un jeu ou un dessin animé, une chose qui n'est pas dessinée pareil que le reste, c'est que ça va bouger. Suis-moi. Le deuxième jeu, l'Exode d'Abe, est 2 fois plus long, mais il a exactement la même structure, c'est-à-dire au début c'est un complexe industriel où il faut sauver des esclaves, ensuite une quête spirituelle et ensuite une autre partie de complexe industriel. La différence étant qu'on est libre dès le départ et qu'il y a 300 Mudokons. Alors, voilà, c'est en particulier ça que le remake a rallongé et complexifié. Oh non! Sauter trop tôt. Gros malin. Navré. Le problème, c'est que ce bug des transitions me stresse. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai l'impression qu'on a déjà passé à l'écran suivant, alors qu'en fait, pas tout à fait. Et voilà. Alors, là, il y a un attrape-nigo dans lequel il ne faut surtout pas tomber. D'abord, je vous ai pas dit à quoi servait cette section. Elle sert à récupérer un mot de passe pour un Mudokon qui est plus loin. Alors, si on tire sur l'anneau là, on va tomber dans ce trou, puis dans ce trou en bas, puis sur la bombe. C'est très malin. Là, je viens de fermer une... comment ça s'appelle une trappe. D'accord. Triangle, triangle... Non, triangle, croix, croix, triangle. Oui, ça, je viens de le faire. Tout juste. Quelle était la nécessité de faire ça? Ah oui. Du coup, ça a modifié le puits. Alors, j'ai dit qu'on ne pouvait pas activer les carillons quand on n'avait pas vu le mot de passe dans la pierre.
les mots de passe de sifflement c'est différent. Si on le connaît, on peut l'utiliser. Sans avoir besoin d'aller le redécouvrir. Mais là, je m'en souvenais plus. Hein. Salut. Salut. Mot de passe. Ok. Alors, il me semble que c'est déterministe, c'est-à-dire que le mot de passe change pas à chaque fois qu'on joue. Suis-moi. Alors, il va sans dire que tous ces Mudokons-là sont libres, hein, il n'y a pas à les libérer. Suis-moi. Alors, on est presque au temple. Hein. On arrive dans la dernière section de la forêt. Il y aura un dernier saut nécessitant les lhoms. Et ensuite, je devrais le laisser derrière moi, parce que le jeu se débrouille pour qu'on puisse pas aller avec les lhoms jusqu'à la porte du temple. Alors pourquoi y a-t-il des sligs ici? Eh bien tout simplement parce que les scrabs et les paramites nécessaires à la confection des gâteaux à la viande que produit Rupture Farms, eh bien on ne les trouve pas. C'est pas de la viande issue d'élevage si vous voulez. Il y a quelques scrabs et quelques paramites dans les enclos à bestiaux, mais c'est essentiellement des produits de la chasse, ils les capturent dans la nature. Et la raison à ça, c'est que les scrabs en particulier, on voit mal comment on pourrait les élever en captivité. Bon, il y a un gars qui y arrive parfaitement dans l'Odyssey de Munch, mais je pense que c'est parce que les auteurs des scénarios ont oublié que les scrabs fonctionnaient pas comme ça. Enfin, les wikis spécialisés trouvent toujours des explications pour ce genre de choses, hein, j'y reviendrai. Déjà, une des choses qui, à mon avis, complique le fait de faire des élevages de ces animaux, c'est que on a le sentiment que la plupart des créatures de cet univers fonctionnent comme des colonies des colonies d'hyménoptères, quoi, si vous voulez, avec des reines et des ouvrières. Excusez-moi. Bon, ça me permet de développer un peu davantage ce que je dis. Les glucons, c'est-à-dire la race des patrons, comme les mudokons, c'est-à-dire l'espèce d'Abe, comme les sligs, c'est-à-dire les gardes, naissent dans des œufs. Ils sont ovipares et la plupart des individus sont asexués. Il y a des reines pondeuses et voilà, toute la progéniture naît dedans. Donc ça sert à rien. Si les scrabs et les paramites fonctionnent de la même façon, ce que je crois, ça sert à rien de capturer des scrabs et des paramites pour essayer de les faire se reproduire en captivité. Ça ne marchera pas. Ce sont comme des ouvrières ou des soldats de fourmis. Donc pour la petite histoire, la reine Glucon est effectivement la reine de leur système politique et la patronne du cartel de Magog, c'est-à-dire l'organisation industrialo-criminelle dont font partie tous les patrons de ces de ces diverses grandes entreprises comme Rupture Farms ou Southstorm ou toutes ces autres entreprises qu'on découvre au fil des jeux. C'est pas la peine que j'aille voir la pierre. La reine des Sligs est en partenariat avec les Glucons. La dernière reine connue des Mudokons est en captivité. Ce qui est très très embêtant pour les Mudokons libres. Elle devait être libérée dans le 3e jeu, mais finalement ça n'a pas été inclus dans la version définitive du jeu parce que pas le temps. Je suppose que le jeu devait sortir à Noël ou un truc comme ça. Vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Bref, les Mudokons naissent dans des œufs, les Glucons naissent dans des œufs, les Sligs naissent dans des œufs. Je pense que les Scrabs et les Paramites naissent dans des œufs et que, tout comme les Mudokons, les Glucons et les Sligs, les Scrabs et les Paramites sont pondus par une reine. Et que tant que cette reine n'est pas capturée par les Glucons, et ben les Glucons sont obligés d'aller chasser les Scrabs et les Paramites là où ils vivent.
Voici le temple paramonien. On trouvera des Mudokons prisonniers dans un passage secret ici. À Skrabania, il y en aura plus. Mais surtout, ce que nous trouverons, ce sont des paramites. Alors là, vous voyez un slog. En pleine lumière. Donc vous voyez qu'effectivement, ils n'ont pas Dieu. Les slogs, hein, c'est les chiens. Ils n'ont pas Dieu, ils ont deux pattes. Ils répondent aux sligs, par contre. Ah, je lui ai dit de me suivre. Alors, vous remarquez que les sligs ne parlent pas français. Dans la suite, l'Exode Dave, les sligs parlent français et on les comprend beaucoup mieux. Là, ils parlent un espèce d'anglais un petit peu distordu. Les glucons aussi, dans la cinématique de début, je sais pas si vous avez remarqué, ils parlent un espèce d'anglais. Dans le 2, l'Exode Dave, ils parlent français. Ouais, la stratégie consiste à faire ça, mais... Vu que j'ai un slig, il n'y a plus de danger. Donc là, pour dire salut, ils disent « Aïe ». Et ce qu'ils disent quand ils demandent aux Mudokons de se baisser, c'est « Look out !» C'est-à-dire « Faites attention ». Dans le deuxième jeu, l'Exode Dave, ce qu'ils disent, c'est « Fais gaffe ». Mais donc c'est un espèce d'anglais avec... Alors les glucons, s'ils parlaient aussi bizarrement, moi je me disais que c'est parce qu'ils avaient un cigare dans la bouche et que du coup ils marmonnaient plus qu'ils ne parlaient, mais... Les sligs, ça peut pas s'expliquer comme ça. Alors ça peut aussi s'expliquer à la forme bizarre de leur bouche, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais leur bouche c'est un espèce de main. C'est amusant parce que les paramites... Alors je vais pas vous montrer ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Les paramites ont aussi une bouche en forme de main, mais eux ça leur sert à attaquer et à manger. Alors, j'ai pas activé les lucioles là, parce que qu'est-ce qu'elle disait les lucioles? Elle disait fais attention à la chauve-souris, mais le temps que le message s'affiche, la chauve-souris était sur nous et on mourait. C'est un troll du jeu. Alors là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 salles. Il faut allumer les silex dans les 6 salles de la même manière que ce qu'on a fait au niveau précédent. Voilà, vous voyez un paramite, c'est ça. Et une fois qu'on aura activé tous les silex, eh bien, on pourra faire la phase finale du temple paramonien. Un paramite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, malheureusement, dans le premier jeu, donc celui auquel on est en train de jouer, on ne peut envoûter que les sligs. Dans le deuxième jeu, on pourra envoûter à la fois les scrabs, les paramites, les sligs, les glucons, à peu près tout en fait, pas les slogs. Mais voilà. Toujours est-il que un paramite, c'est ça. A priori, les paramites sont amicaux. Ils nous suivent quand ils nous voient. Il y a deux circonstances dans lesquelles ils deviennent agressifs. Si on les accule... Voilà, vous voyez? Et si elles sont à plusieurs. C'est-à-dire que le fait d'être à plusieurs leur donne un courage qu'elles n'ont pas sinon. Et le fait d'être acculé leur donne un courage qu'elles n'ont pas sinon. Mais voilà, dans ces deux cas, elles sont agressives, et dans le reste des cas, elles sont amicales. Alors, comment faire pour ne pas acculer un paramite? Eh bien, pour ne pas acculer un paramite, il faut se débrouiller pour qu'elles nous passent derrière. Et le seul moyen de faire ça, c'est de les appâter avec de la viande. Alors, de la viande de quoi, je sais pas trop, mais c'est de la viande. Alors, je vous montrerai tous les trucs, hein, après. Ok, triangle, croix, triangle, croix, triangle. Alors là, il va rien activer, mais il va nous donner un pouvoir spirituel, et ce pouvoir spirituel nous permet de faire exploser des bombes, mais une fois seulement. L'anneau de pouvoir. Alors qu'est-ce que ça raconte ça? Sauter. Ah, c'était pas fini, excusez-moi.
Il s'appelle ça un anneau d'esprit. Voilà le silex. Si on quitte cette section sans avoir activé le silex, eh ben on a qu'à recommencer parce que... Ah, raté, excusez-moi. On a encore besoin de tirer un levier pour... Alors ces anneaux restent pas indéfiniment, hein, je pourrais pas aller jusqu'à une autre section avec. Mais ça détruit tout ce qui est explosif à l'écran. Ça je vais garder pour la section suivante. Ça se trouve la section suivante sera une section à pierre et pas une section à viande. Mais je vous ai déjà expliqué comment ça marchait. Hein. Et voilà, il voulait dire de ne pas oublier les anneaux d'esprit. Et voilà. Je l'ai mis avant. Alors attention, parce que là, ils vont me faire descendre 2 paramites. Et quand elles sont 2, elles sont agressives. Ok, voilà pour la première section. Ouais, c'est une section à pierre. Donc vous allez voir que, comme je possède déjà des pierres, je peux déjà faire ça. Et c'est aussi une section à carillon, donc il faut que j'apprenne un mot de passe. Donc la pierre, j'ai eu ce qu'il me fallait. Alors là, c'est un passage un peu compliqué. Pas uniquement à cause des pierres, mais à cause des chauves-souris. Les chauves-souris, c'est vraiment une plaie, on peut pas les tuer. Alors qu'est-ce que raconte ce truc? Ouais, merci. Oula. Alors. Je sais pas pourquoi le slug s'est réveillé, normalement c'est pas le cas. J'ai dû faire trop de bruit, j'ai dû faire un pas sans le faire exprès. Donc le but de ces salles est vraiment d'allumer les silex. Voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans le deuxième jeu, on pouvait envoûter aussi les scrabs et les paramites. Et comme toute créature du jeu, les paramites peuvent parler. Les scrabs aussi, mais ils peuvent dire relativement peu de choses. Les paramites peuvent dire beaucoup de choses. En fait, elles peuvent dire les mêmes choses que Abe. Ce sont des animaux très sociaux. Et donc, la coopération entre paramites est un aspect important de la résolution des énigmes dans le deuxième jeu. Malheureusement, il n'y a pas ça du tout dans le premier. Voilà. Voilà. C'est ça la stratégie agréée par le jeu. Les slugs, on ne peut les contrôler que dans l'Odyssey Munch. Car dans l'Odyssey Munch, on ne contrôle pas que Munch, mais aussi Abe. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de cette quintologie, c'est qu'il y avait 5 héros, et qu'ils s'ajoutaient successivement, mais ils se remplaçaient pas les uns les autres. Alors je sais pas comment ils comptaient gérer le fait de faire un jeu avec 5 personnages jouables, qu'on peut alterner successivement. Alterner successivement, c'est redondant, hein. N'est-ce pas? Ça se dit pas, hein. On peut alterner. Ceci étant dit...
Donc c'est pas parce qu'on est à Paramonia que toutes les énigmes sont à base de paramètres. Certaines ne le sont pas. Ok, encore 4 pièces. Ok, la deuxième porte s'ouvrira quand on activera le silex. Alors ça, c'est compliqué. Eh ben, c'est un échec. Et voilà. Ouh. Alors, on n'est pas au bout de nos peines, ça sert à rien de désamorcer cette bombe. Ce qui sert à quelque chose, c'est de faire attention au vol de cette chauve-souris. Parce qu'en plus d'être dangereuses, elles ont un pattern parfois un peu difficile à suivre. Alors, heureusement, celles-ci sont synchronisées. Dans le 2, il y a des bombes qui ne sont pas synchronisées. Tac, 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 tac. Voilà. Alors parfois le slug tombe, et je crois que quand il tombe là, il tombe sur la bombe. Alors là, il faut que j'en fasse attention. Ouais, ce jeu nécessite de faire un peu de backtracking. Ça fait partie de la difficulté du truc, et c'est vraiment rageant quand vous avez fait le truc, quand vous avez fait l'énigme, et que vous devez juste revenir sur vos pas, et que c'est là que vous mourrez. Et ça arrive très souvent. Ce serait pas gênant si on pouvait faire des checkpoints où on voulait, comme dans le 2, hein, avec la fonction quick save. Mais là, c'est gênant. Ok. Alors là, on va être poursuivi par des paramètres, et il y a des interrupteurs à pied qui permettent de faire tomber des pierres. Il faut les utiliser à notre avantage, sinon ce seront les paramètres qui l'utiliseront au leur. C'est-à-dire que là, le paramètre va me suivre, et il va faire ça. Alors. Là, si je le laisse me poursuivre, normalement les rochers lui tomberont dessus. Voilà, on entend distinctement leur bruit de désintégration. Vous aurez remarqué que les animaux de cet univers, et même les humains entre guillemets, c'est-à-dire les créatures parlantes, se désintègrent en mourant. À se demander comment ils font pour préparer de la viande. Il doit y avoir une façon d'abattre les animaux qui fait que la désintégration instantanée ne se produit pas. Ou alors ils le font peut-être dans un environnement stérile, c'est peut-être des bactéries hyper efficaces qui font ça. Et que si on tue les animaux dans un environnement stérile, et ben les bactéries qui font ça n'agissent pas. Alors, là on va faire les frais un truc un peu compliqué. Ouais, voilà. J'ai essayé de ne pas activer cet interrupteur, je n'ai pas réussi. Le but était en fait de sauter par-dessus pour ne pas me prendre les rochers que j'aurais moi-même déclenchés. Mais malheureusement, c'est pas si évident que ça, hein, vraiment. Alors. Ah. Cette fois-ci, elle s'est détruite toute seule. Alors, une chose à ne surtout pas oublier, ça c'est typiquement les sections qu'on recommence beaucoup, et des fois, on oublie d'aller chercher le mot de passe.
c'est vraiment le pire moment pour oublier d'aller prendre le mot de passe. Voilà, il faut faire assez attention. Bon, j'activerai ça après. Parce que là, vous voyez, vous montez, je suis poursuivi, donc... Voilà, j'ai réussi. Vous voyez, quand on le sait, ça va, mais... Et encore, ça demande une certaine dextérité. Ok. Porte suivante. Donc il y a une de ces portes, donc une des deux qui restent, hein, forcément, qui contient des esclaves mudokons à délivrer. Je crois pas que ce soit celle-là. Attendez. Ah si, c'est celle-là. Vous voyez ces toiles, c'est des toiles de paramite. Hein. Elles fonctionnent comme des araignées un peu. Alors, là, on va utiliser les abeilles. Ouais, bah là j'ai raté. Mais l'idée est d'utiliser les abeilles pour tuer les paramites. Enfin, d'utiliser ces abeilles pour tuer ce paramite en particulier. Je pars du principe que ça s'appelle un paramite. Mais c'est peut-être une paramite. Je ne sais pas. Donc là, elle m'a vu, elle va me suivre, parce qu'elle est curieuse. Elle... Oh, je sais pas. Voilà. Voilà. Nous allons faire rouler un rocher qui va écraser cette ruche. Et c'est à ce moment-là que je pourrai aller chercher le mot de passe. Mais d'abord, on va faire ça. Raté. Trop loin. Donc vous avez compris la stratégie, hein, il s'agit d'écraser ce paramite avec le rocher. Mais vous voyez que en fait les bouts durs on les lance beaucoup moins loin que les rochers. En même temps, c'est des choses, le but c'est pas de les lancer loin. Hein. Oh zut, là j'ai lancé trop loin. C'est pas toujours simplissime, hein. Ok. Cette fois-ci, je pense que je sais comment m'y prendre. Voilà, j'ai de nouveau besoin de ce morceau de viande parce qu'il y en a un deuxième. Là. Et ensuite, on va faire la chose dont je vous parlais. C'est-à-dire faire rouler un rocher sur la ruche. Mais ce qui va nous intéresser en premier lieu, ça va pas être de le faire rouler sur la ruche, c'est de le faire rouler tout court pour dégager le passage secret qui est derrière. Ah, malheureusement, normalement il permet de... Bon, peu importe. Normalement il permet aussi d'écraser ce paramite là, mais... À la limite on s'en fout. Voilà, il y a un passage secret ici. Alors, dans le 1, les passages secrets, il faut vraiment savoir où ils sont. Dans le 2, il y a un moyen de les débusquer. Et ce moyen, c'est de repérer des bouteilles de bière qui sont au sol. Ça a du sens dans le contexte. Et voilà, dans le 2, tous les passages secrets, sauf le premier, sont marqués par des bouteilles de bière au sol. Dans le 1, il n'y a pas d'indication de ce style-là. Salut, suis-moi, ok. Bien, j'aurais pas dû faire ça. Attends. Ok. Salut, suis-moi, ok. Il y a une chose que j'ai oublié de faire.
Vous allez voir. Je vais me faire avoir la première fois. Il aurait fallu... Je vais me faire avoir. Voilà, ouais. Fort heureusement, il y avait un checkpoint ici. Donc, parce que je disais que dans le deuxième jeu, les passages secrets étaient indiqués par la présence de bouteilles de bière au sol, à l'exception du tout premier passage secret. Voilà. Alors, il faut faire ça. Voilà. Avant qu'il y ait le Mudokon qui court dans le... Parce qu'en fait, je ne voulais pas dire, mais quand un Mudokon court vers un passage, vers un portail d'oiseau, on ne peut pas arrêter l'incantation. Automatiquement, Abe continue jusqu'à ce que le Mudokon soit libre. Et ça, c'est trop long. C'est trop long, les paramites ont fini de manger et viennent me poursuivre. Or, il fallait que ce portail-là soit ouvert avant que j'arrive. Pourquoi? Eh bien parce que, comme il va y avoir des chutes de pierres, il faut que je sois suffisamment près du portail avant de partir, parce que les pierres vont tomber. Et si j'approchais autant du portail d'oiseaux avant qu'il soit ouvert, ça aurait fait fuir les oiseaux. Et alors il aurait fallu soit que j'ouvre le portail depuis suffisamment loin, mais dans ce cas-là, il faut que j'arrive à passer les pierres. Soit, comme je viens de le faire, que j'ouvre le portail avant. Soit que je meurs. Voilà. Je vais pouvoir aller constater que les abeilles ont été écrabouillées. Voilà, vous voyez. Je vais pouvoir apprendre le mot de passe du carillon. Et on n'est pas tout à fait au bout de nos peines parce qu'il reste encore des petites choses à faire. En particulier activer le silex. J'ai profité de la confusion pour activer le silex. Et maintenant je vais pouvoir terminer cette section. Ah, les paramites n'ont pas réussi à finir de manger leur bout de viande. Elles ont été tuées par les abeilles avant, et donc du coup je peux pas moi-même récupérer le bout de viande. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu comment ça marche. Une bombe, vous la lancez, elle explose, c'est sûr. Une pierre, vous la lancez, vous pouvez pas la récupérer après, même si vous n'avez pas atteint votre cible. Ce qui se passe, c'est que la pierre chute à l'avant-plan, un peu. Et donc elle disparaît du décor. Et dans ce cas-là, il faut retourner au sac de pierre pour en récupérer une. Ou alors si vous en avez encore, vous en avez encore. La viande, c'est différent. Vous la lancez, elle reste sur place. Si elle est mangée, elle disparaît. Si elle n'est pas mangée, elle ne disparaît pas. Et tant qu'elle ne disparaît pas, vous pouvez pas redemander un bout au sac de viande. Alors que je me souvienne. Donc ça c'est le mot de passe.
Oh là là, elle s'est sentie acculée. Ouais, il faut pas aller plus vite qu'un paramite. Il a horreur de ça. Donc je recommence. Je commence par apprendre le mot de passe. Ensuite, je laisserai le paramite manger ce bout de viande. C'est plus sage. Parce que mon but de toute façon, c'est de lui passer derrière pour pouvoir accéder au puits après. Donc là, il va y avoir le même problème que... Alors... Cette chose roule plus vite qu'on ne court, légèrement. J'aurais pu tuer le paramite, mais... C'est-à-dire si j'avais pas attiré ici. Mais ça n'a pas énormément d'intérêt. Ici, c'est pas un passage secret, contrairement à tout à l'heure. Vraiment, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui est un passage secret et ce qui ne l'est pas dans ce jeu-là. N'ayons pas la fameuse indication des bouteilles de bière, qui simplifie quand même vachement les choses. Alors, les bouteilles de bière dans le 2 sont parfois discrètes, parfois elles sont flagrantes, mais comme elles sont vertes, il y a toujours moyen de les repérer et elles sont jamais complètement cachées. Voilà, si je ne me trompe pas, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire que j'ai le mot de passe, j'ai le silex, je peux sortir. Voilà, on ne peut s'agripper à une corniche que quand ça conduit quelque part. Là, vous voyez, à droite, j'avais essayé de me baisser, ça m'avait juste accroupi. Alors, par contre, après, je me souviens plus tout à fait. Est-ce qu'il y a un piège? Oui. Il faut que je récupère un... Ah ouais, mais ça va pas forcément être si évident que ça. Il faut que je récupère un bout de viande pour attirer le deuxième paramite, parce que si j'essaie de l'acculer, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. C'est bon. À partir du moment où un paramite vous a vu, même dans un autre écran, il vous suit. Et il ne vous oublie pas. C'est intelligent les paramites. Et voilà, maintenant il va y avoir une course-poursuite. Alors cette course-poursuite, on peut en avoir un aperçu en allant à l'arrière-plan grâce à un système de puits que les développeurs ont gentiment mis pour nous. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il nous donne aucune indication là, alors qu'à Scrabania, il y aura plein d'indications sur les différents aspects du fonctionnement de ces niveaux. En particulier, il y aura un descriptif de l'Elum, notre monture. Il y aura un descriptif de ce système de puits et de la course-poursuite. En fait, c'est un peu comme si le jeu... alors, la programmation du jeu lui-même prévoyait qu'on fasse d'abord Scrabania, mais que les cinématiques prévoyaient qu'on fasse d'abord Paramonia. En fait, je vais vous dire tout de suite ce qui se passe. Donc là, vous voyez, je vois à l'avant-plan la course-poursuite que je dois faire. Je vais devoir sauter ici pour éviter les deux paramites. Ce qui se passe, c'est que à l'issue de chacune de ces deux quêtes, je vais avoir un tatouage sur chaque main qui va me permettre de me transformer en l'avatar d'une divinité qui s'appelle le Shrikul. Et forcément, il y a une cinématique où on gagne la première cicatrice, enfin le premier tatouage. C'est plus une cicatrice qu'un tatouage en fait. Mais il y a une cinématique où on gagne le premier et une cinématique où on gagne le deuxième. Dans la cinématique de Paramonia, on n'a rien sur l'autre main et on gagne la cicatrice paramite. Dans... vous voyez, j'irai là. Dans la cinématique de Scrabania, on a déjà la cicatrice de paramite sur l'autre main. Donc, vous êtes d'accord, les cinématiques prévoient qu'on fasse d'abord Paramonia, ça c'est la sortie, et ensuite Scrabania. Bon. C'est ce qu'on a fait. Ok, on est prêt pour la course-poursuite.
Donc vous voyez, c'est ce qu'on a vu depuis l'arrière-plan. Hein. Faut faire attention, voilà. Il y a encore des petits pièges. Les paramites peuvent sauter et grimper, mais pas n'importe où. Il y a quand même des sauts qu'ils sont pas capables de faire. Alors il me semble que les paramites courent un peu moins vite que les scraps quand même. Hein. Alors faut faire attention parce qu'il y a des... Il faut se baisser. Ah, j'ai un petit coin pour souffler. Hein. Récupérer de la viande. Et ce qu'il faut faire, c'est récupérer... On va balancer tout ça. Vous voyez, quand on sort d'une section, tout ce qui n'est pas décor disparaît. Et voilà. On retourne à Montsec, la zone des mutocrons libres. Ma mission était terminée. Je pensais me reposer, mais le grand visage me révéla que ma quête n'était pas achevée. Les 2 cicatrices au dos de mes mains pouvaient détruire Rupture Farm et rétablir l'harmonie des temps anciens. Alors ce qui est amusant, c'est que là, il parle de 2 cicatrices, mais dans cette cinématique-là, il n'en avait qu'une. Ok, maintenant Scrabania. Donc Scrabania, ça va être pareil, il va y avoir une phase d'extérieur sans Scrab, mais avec plein de pièges, même encore plus qu'à Paramonia. Hein. Paramonia est un peu plus simple que Scrabania. Vous voyez, c'est un petit peu incohérent. La programmation, c'est-à-dire les instructions du jeu prévoient qu'on commence par Scrabania, mais Scrabania est plus compliqué et la cinématique prévoit qu'on fasse Paramonia en premier. Bref. L'extérieur de Scrabania et ensuite le temple scrabanien avec des Scrabs. Il y aura plus de Mudokons à délivrer dans le temple scrabanien. Il n'y en aura toujours pas dans les phases extérieures. Voilà. Scrabania. Si on réessayait le puits pour entrer à Paramonia, ça marcherait pas, on sortirait d'office par le même puits.